Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. C'est un nouveau numéro de Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Avec mon invité aujourd'hui, c'est Laurence Bror, la responsable RSE de Kellogg France. Composition des boîtes de céréales, énergie verte, soutien aux agriculteurs. On va détailler les actions de la marque pour diminuer son impact. Notre débat, il portera sur le développement du biogaz en France. Quels enjeux pour les agriculteurs, les riverains, mais surtout la dépendance énergétique de notre pays. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, elle s'appelle Moki. Elle propose de faciliter l'économie circulaire entre collaborateurs dans les espaces de bureau. Voilà pour les titres. On a 30 minutes, un peu moins de 30 minutes pour les développer. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Laurence Bror, bienvenue. Vous êtes donc la responsable RSE de Kellogg France. La marque pèse 40% de part de marché du petit déjeuner en France. Vous avez lancé il y a 2 ans le programme Cultivons la simplicité. De quoi s'agit-il ? Alors, merci beaucoup Thomas Hugues de m'avoir invité aujourd'hui. Effectivement, moi je suis en charge de la RSE depuis 2 ans et quand je suis arrivée, je m'inscris dans la continuité d'un engagement qui ont déjà été pris depuis très longtemps. Et on a souhaité, il y a 2 ans, réaffirmer un certain nombre d'engagements pour les 10 prochaines années. Et notamment sur 3 piliers. Oui. Un premier pilier autour de la nutrition. Qu'on va détailler, donc il y a la nutrition. La nutrition, l'environnement, oui. Et puis le soutien à nos communautés. Oui. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ma position et dans mon travail au quotidien, c'est que je m'inscris dans ces engagements au sein d'une entreprise internationale, mais à la fois le marché français est marché pilote pour le groupe. Donc ça me permet de mettre en place des actions plus spécifiques. Oui, c'est très intéressant ça. On va parler nutrition pour commencer. On va reprendre les axes que vous venez d'évoquer sur les qualités nutritionnelles de vos produits. Qu'est-ce que vous avez cherché à améliorer, à modifier? Je lisais moins de sel, par exemple. C'est quoi les axes sur lesquels vous avez travaillé? Alors, on est déjà en première... le premier élément qui est très important, c'est qu'on est avant tout des produits céréaliers ou des produits à base de pommes de terre, puisqu'on a aussi la marque Pringles, et que ça, c'est notre premier ingrédient. Et on va réussir à le mettre en œuvre dans des recettes avec différentes étapes de fabrication qui sont relativement simples. Donc, par exemple, on a un grain de Coco Pops. Finalement, c'est un grain de riz qu'on va cuire à la vapeur. Ensuite, on va l'aplatir, on va le passer au four, il va souffler et on va l'enrober délicatement de chocolat. Et donc, ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des produits céréaliers. Après, effectivement, on a un certain nombre de critiques sur nos produits liés à trop de sucre, trop de sel. Et donc, on a travaillé à améliorer ces éléments-là. Depuis 10 ans, on a diminué le sucre et le sel de moins 8% sur l'ensemble du portefeuille vendu en France. Et on continue. Et d'ailleurs, cette année, arrive en magasin la nouvelle recette de Special K, donc une recette historique sur laquelle on a diminué de moins 16% la teneur en sel, ce qui nous permet d'aller vers un Nutri-Score B. Alors effectivement, ce Nutri-Score, c'est intéressant. Est-ce que vous auriez fait autant d'efforts sans le Nutri-Score ? Il y a eu des débats autour du Nutri-Score. Ça n'a pas été si facile de le faire accepter par le secteur agroalimentaire. Est-ce que c'est pas finalement devenu un aiguillon pour les marques ? Alors, oui et non, dans la mesure où ça faisait 10 ans qu'on travaillait sur des améliorations nutritionnelles. On n'a pas attendu d'apposer le Nutri-Score sur nos produits pour le faire. Ensuite, apposer le Nutri-Score, c'est quand même une démarche volontaire aujourd'hui. Et c'est un engagement qu'on a pris il y a 2 ans parce qu'on avait la volonté d'être transparent et d'aider le consommateur à faire de meilleurs choix. Donc, ce qui fait que ce Nutri-Score, en l'adoptant, on savait à la fois qu'on allait être transparent, mais on avait aussi en tête qu'on allait se fixer des objectifs qui n'étaient plus exprimés en termes de diminution d'un certain nombre de nutriments, mais sous une forme de lettres. Oui.
effectivement. Autre levier d'amélioration, les émissions de gaz à effet de serre. Vous affichez une baisse de 37%, j'ai vu, en Europe depuis 2015. Grâce à quelles actions, tout simplement ? Alors là, on s'est vraiment concentré sur ce qui se passe dans nos usines et dans nos outils de production. Et notamment, un des éléments clés, ça a été de passer à 100% d'énergie renouvelable, donc à la fois de l'éolien, du solaire ou de la géothermie. Donc cette électricité verte, elle est fléchée, vous savez exactement d'où elle vient ? Comment ça fonctionne ? Oui, tout à fait. Alors les sites de production, ils sont situés dans les différents pays en France. Donc on en a un historique en Angleterre. Un autre en Espagne et un autre en Belgique, notamment pour Pringles. Et oui, effectivement, au niveau de l'usine, on sait exactement quelles sont les sources d'approvisionnement d'énergie. Alors, vous parliez du soutien aux communautés. Quand vous dites ça, c'est essentiellement les agriculteurs, les exploitants avec qui vous travaillez ? Alors, oui, mais pas que. Pas seulement, oui. Pas seulement. Alors, je peux peut-être commencer par vous parler de ce qu'on fait avec le monde agricole. Oui. Donc, on a un programme au niveau international qui s'appelle le programme Origin. Donc, l'idée, ça a été lancé depuis plusieurs années. L'idée, c'est vraiment de les accompagner pour adopter des pratiques agricoles plus durables et plus responsables. Donc, on en a plus de 40 dans le monde. Et on travaille main dans la main avec nos fournisseurs. Comme je vous l'ai dit, on a un produit emblématique qui s'appelle Pringles. Le premier ingrédient, c'est la pomme de terre. Et l'approvisionnement de ces pommes de terre, il se fait dans le bassin des Hauts-de-France, mais aussi en Belgique. Ouais. Alors là, vous parliez du fait que la France soit un peu pilote. Il y a un projet pilote avec ces exploitants dans le nord de la France ou en Belgique, c'est ça ? Exactement. On a lancé l'année dernière un nouveau projet Origin, donc un pilote. On a travaillé avec notre fournisseur historique de flocons de pommes de terre qui s'appelle Clairbou. Et on leur a demandé de sélectionner une dizaine d'agriculteurs avec qui on pourrait engager ce projet et le dialogue. Donc on a travaillé aussi et on a mis à bord dans ce partenariat une start-up qui s'appelle Soil Capital, qui a une expertise en agronomie et qui a créé un outil qui s'appelle My Soil Capital, qui permet en fait de faire un assessment, donc un bilan carbone à l'exploitation, donc au niveau de la ferme. Et donc on a offert à ces 10 agriculteurs ce bilan. Donc, ce qui nous permet de poser une première pierre et de voir effectivement ce qui se passe sur cette exploitation. Et ensuite, de voir quels seraient les leviers pour aller vers une diminution de leur gaz à effet de serre, de leur bilan, et aussi de comment ils pourraient mieux capter du carbone dans les sols. Donc ça, c'est un accompagnement de longue durée, j'imagine. Exactement. Que ça prend du temps. On vient juste de commencer. Ouais. On a posé la première pierre, qui est la pierre du bilan, depuis 1 an. Et ensuite, on va avoir... on a aujourd'hui, d'ailleurs, des discussions avec ces agriculteurs. On leur a présenté ces bilans. Et on est en train de voir quelles sont les pratiques agricoles qu'ils pourraient mettre en place. Alors, c'est un accompagnement très personnalisé, puisque chacun a une exploitation particulière, des pratiques particulières en place. Donc, il va falloir leur apporter de la formation, la possibilité de se rencontrer entre pairs pour discuter, d'avoir accès à des experts agronomiques. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de mettre en place. Alors ça, c'est pour les agriculteurs, les exploitants. Dans ces communautés, il y a qui d'autre, de qui vous parlez, quand vous parlez de communauté ? Alors, on est très engagé sur la lutte contre la précarité alimentaire, et ça depuis très longtemps. Donc, vous soutenez les associations, c'est ça ? On soutient les associations, alors avec plusieurs façons de le faire. Une première façon, c'est des dons de produits alimentaires. Donc ça, ils sont réguliers depuis de nombreuses années auprès des banques alimentaires. Mais on va plus loin que ça et on travaille à soutenir une association qui s'appelle Andes. Ce sont des épiceries solidaires, c'est ça ? Exactement. Exactement. Et donc là, on a été le premier membre fondateur de leur fonds pour qu'ils puissent développer d'autres épiceries. On a versé plus de 300 000 €. Ça a permis en fait de l'ouverture de plus de 20 épiceries solidaires l'année dernière. Donc dans un contexte de crise sanitaire où effectivement le soutien, il y avait besoin d'un soutien accru. Et puis on va continuer à travailler à en ouvrir d'autres, 7
nouvelle épicerie normalement cette année si tout se passe bien. Et au sein de ces épiceries, ça nous permet aussi d'avoir des actions spécifiques autour du petit déjeuner et du petit déjeuner équilibré. Donc on fait des animations avec des bénévoles ou bien des nutritionnistes pour donner des repères. Et ils repartent aussi avec des kits de petit déjeuner pour pouvoir continuer à adopter ces habitudes alimentaires au quotidien. Merci beaucoup, merci Laurence Brora. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat autour du biogaz, la méthanisation. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir un débat que nous avions eu en janvier dans Smart Impact autour des questions d'indépendance énergétique et de développement du biogaz avec mes invités Corinne Cacheux de GRDF et Alexandre Roche du syndicat des énergies renouvelables. Vous connaissez le gaz naturel, effectivement, qui aujourd'hui nous sert à nous chauffer, à cuisiner. Il sert même en mobilité. Maintenant, vous avez peut-être vu des bus roulant au gaz, au biogaz ou des poids lourds. Donc, en fait, c'est le même gaz, en fait, sauf qu'il n'est pas produit de la même manière. Le gaz naturel, il est extrait des sous-sols, il est importé, il est fossile. Là où le biométhane vient finalement des déchets, de résidus agricoles, etc. Et finalement, la grosse différence, c'est sur le sujet environnemental, puisqu'il émet 10 fois moins de CO2 que le gaz naturel. Donc on a un gaz qui est similaire en termes d'usage, il n'y a pas besoin de changer ses équipements, mais en revanche, son bilan environnemental est significativement amélioré, puisqu'il est 10 fois moins émetteur de CO2. C'est très significatif, mais on peut le dire. Est-ce que la France est bien placée dans ce secteur de la méthanisation ? Alors la France, c'est un sujet assez récent en France quand même, une petite dizaine d'années. Par rapport à peut-être d'autres pays européens, malgré tout, la dynamique est très forte. Il y a l'Allemagne, plus de 11 000 unités de production. Alors, je ne sais pas, nos chiffres, ils datent, je crois, de fin 2020, donc peut-être ils ont évolué. Italie, plus de 1600 unités, la France, plus de 1200. On est un peu au-dessus maintenant. Alors, on a 1000 unités de méthanisation qui sont en cogénération, c'est-à-dire qu'ils produisent de la chaleur et de l'électricité sur l'entité, l'exploitation agricole. La méthanisation, d'ailleurs, je peux le dire tout de suite, c'est 80% de méthanisation agricole. Et là où la dynamique est très forte et où nous, GRDF, on est particulièrement concernés, c'est la méthanisation en injection, c'est-à-dire que le biométhane produit va être injecté sur les réseaux de distribution, ce qui permet d'être acheminé à l'ensemble des clients qui souhaitent consommer du biométhane. Donc on est à 1000, on prévoit de passer à combien, je ne sais pas, d'ici à la fin de la décennie par exemple? Alors on a donc 1000 en cogénération, 365 en injection, c'est là où la dynamique est très forte, puisque sur les 3 dernières années, on a fait x5, donc la dynamique est très forte, et il y a 1200 projets en injection pour les 2 à 5 ans qui viennent. C'est des projets qui sont déjà enregistrés dans ce qu'on appelle une file d'attente, donc des projets qui sont suffisamment avancés. Donc 1200, on est à peu près à 1200, on en aura 1200 de plus. Donc une très forte dynamique. C'est une très forte croissance. Alexandre Roche, derrière ces projets de méthanisation, il y a des enjeux de souveraineté. On est en pleine actualité, on le voit en ce moment avec ce qui se passe en Ukraine. L'Europe, elle doit être moins dépendante du gaz russe, tout simplement. C'est assez basique. Tout à fait, mais vous avez prononcé le terme de souveraineté qui est, je pense, extrêmement important dans le débat actuel. Et c'est vrai que pouvoir produire localement, c'est une force pour notre pays, c'est une force pour nos territoires. Et finalement, la méthanisation, c'est un peu à la croisée de plusieurs enjeux. Celui de la souveraineté, celui de la transition énergétique, mais il y a aussi celui de l'économie circulaire. C'est vrai qu'il y a assez peu, finalement, de filières qui permettent de cocher toutes ces cases à la fois. On produit des déchets, des biodéchets, qu'on va utiliser, et derrière, on peut retrouver du gaz et du digestat, c'est-à-dire quelque chose qu'on va utiliser pour fertiliser les terres. Donc il y a quand même une équation assez formidable finalement pour nous rendre plus dépendants, pour permettre aux territoires et notamment à l'agriculture aussi d'équilibrer financièrement les exploitations agricoles. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on a des vrais enjeux sur l'agriculture avec les jeunes générations qui ont du mal à reprendre les exploitations, des agriculteurs qui sont de plus en plus vieux en moyenne d'âge. Et la méthanisation, ça peut être aussi une solution pour faciliter cette souveraineté aussi alimentaire, puisqu'on estime que les revenus additionnels d'un méthaniseur sur une exploitation agricole, c'est à peu près 15 000 € par an. Donc
quand on connaît le revenu moyen d'un agriculteur, on voit que c'est quand même une source de revenus additionnels. Donc souveraineté énergétique, mais aussi souveraineté alimentaire. Et en termes d'emploi, on n'a pas donné des chiffres quand vous parlez de 1200 projets qui sont déjà dans la file d'attente. On sait ce que ça pourrait créer en termes d'emploi ? Alors, on sait qu'une unité de méthanisation, une seule, c'est à peu près 3 à 4 emplois directs, non délocalisables et pérennes. En indirect, on a à peu près une dizaine d'emplois. Donc ça, c'est pour une unité de méthanisation. À l'échelle de l'ensemble des unités de méthanisation aujourd'hui en fonctionnement, on est à peu près à 10 000 emplois directs et indirects. Donc ça représente... Voilà. Et en projection, puisqu'on évoquait les 1200 projets qui arrivent, on estime qu'à l'horizon 2030, selon la dynamique, on sera entre 32 000 et 53 000 emplois par cette filière en France, donc des emplois pérennes français. Donc on voit bien effectivement que, comme vous le dites, ça coche beaucoup de cases, mais il y a aussi un certain nombre de critiques ou d'interrogations, on va dire, Alexandre Roche, notamment sur les pollutions, les rejets qu'elle peut provoquer. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est la première partie de la question. Et puis la deuxième, c'est peut-être, est-ce que c'est lié à une question de formation ou de préparation des agriculteurs quand ils basculent vers ce nouveau métier, d'une certaine façon ? Oui. Déjà, c'est normal que les gens se posent des questions et c'est précisément pour ça qu'on a fait MetaFrance. Par rapport au sujet que vous évoquez sur la pollution, il faut savoir que la méthanisation aujourd'hui, elle est très encadrée. Elle est encadrée par un régime qu'on appelle le régime des installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE. Et le digestat que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire finalement ce liquide qu'on obtient en sortie de méthaniseur, doit faire obligatoirement l'objet d'un plan d'épandage. Et ce plan d'épandage, il est contrôlé dans le temps. On doit contrôler les volumes qu'on épand, les dates auxquelles on épand ces produits. Et globalement, aujourd'hui, c'est une filière qui n'a pas d'impact, en tout cas pas plus d'impact que ce que font les agriculteurs déjà aujourd'hui, c'est-à-dire d'épandre les effluents d'élevage sur les champs. Donc, sauf quand la taille de l'usine de méthanisation est très importante, si vous voulez. Mais ça, non, parce que le plan d'épandage derrière, il sera, que ce soit une petite installation ou une grande installation, le plan d'épandage et les concentrations qu'on a le droit d'épandre, ça ne varie pas. Mais encore une fois, voilà, c'est certain que les gens, comme c'est une technologie un peu nouvelle, se posent des questions. Et justement, sur ce site, on apporte les réponses les plus à jour, en tout cas, par rapport aux connaissances scientifiques dont on dispose. Donc, sur la question de la pollution, la réponse est vraiment l'encadrement réglementaire. Et sur la formation ? Et sur la formation, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on le disait, ça crée des emplois locaux parce qu'il y a un besoin de maintenance, il y a un besoin de savoir exploiter ces installations. Et les agriculteurs ne sont pas seuls, ils sont accompagnés en général et ils bénéficient des formations continues. Mais il faut en effet, on ne sait pas comme ça du jour au lendemain, on ne devient pas un spécialiste de la méthanisation du jour au lendemain. Mais heureusement, il y a des accompagnements. Il y a aussi les chambres d'agriculture qui peuvent apporter des informations. Il y a toute une série d'acteurs qui sont là pour s'assurer aussi avec le retour d'expérience qu'on commence à avoir en franco-français sur les 10 dernières années, voilà, des bonnes pratiques et des choses à éviter. Mais s'agissant des risques qu'on évoquait tout à l'heure, en fait, ceux-là, ils sont vraiment couverts par la conception de l'installation et par la réglementation. Mais c'est intéressant parce que finalement, c'est un débat qu'on peut avoir sur beaucoup d'énergies renouvelables. L'acceptabilité, on l'a sur l'éolien terrestre, l'éolien maritime. Corinne Cacheux, comment emporter l'adhésion des riverains ? Parce que quand on a une telle ambition de création de nouvelles unités de méthanisation, c'est majeur comme enjeu. Oui, alors c'est des projets qui sont vraiment ancrés dans les territoires. On le disait tout à l'heure, les unités de méthanisation sont à 80% portées par des agriculteurs qui vivent dans les territoires. Donc c'est vraiment des objets de territoire et on a d'ailleurs dans les intrants... Oui, mais c'est pas simple, pardon de vous interrompre, mais c'est parce que c'est un peu une usine qui débarque à la campagne. Donc, moi je reprends certaines interrogations qui doivent être récurrentes sur le site MetaFrance. Donc c'est pas si simple de le faire accepter. Alors c'est vrai qu'il y a un travail de pédagogie à faire, comme on le disait, c'est une énergie qui n'est encore pas très connue et finalement il y a vraiment besoin dès le départ, dès le début du projet, pour les porteurs de projet, de pouvoir répondre aux questions, de pouvoir amener des réponses à des interrogations qui peuvent être légitimes, mais peut-être parfois aussi à des fausses idées qu'on peut avoir sur la méthanisation. Donc nous, GRDF, on accompagne les porteurs de projet et c'est un élément sur lequel on insiste sur le fait de bien préparer et communiquer auprès de l'environnement
l'environnement local, les citoyens, la collectivité locale, pour que ce projet de territoire, qui intègre des fois aussi des déchets du territoire, même des biodéchets, il y a des collectivités qui ont mis en place par exemple des filières de collecte de biodéchets des citoyens qui ensuite vont en méthanisation. Donc on est vraiment dans une logique d'économie circulaire. Et là, les citoyens sont directement impliqués dans le processus de méthanisation pour avoir un gaz ensuite qui est utilisé sur le territoire. Voilà, donc c'est vraiment l'acceptabilité, c'est un sujet, mais qui trouve sa réponse dans la pédagogie, les explications. Et souvent, d'ailleurs, il y a beaucoup de questions au départ, au moment du développement des projets. Et puis, une fois qu'ils sont lancés, il n'y a plus de questions. Je pense d'ailleurs que côté du CER, vous aviez mené une enquête sur l'acceptabilité autour des énergies renouvelables et de la méthanisation en particulier. Et les résultats sur l'acceptabilité des citoyens sur la méthanisation étaient tout à fait intéressants. Voilà pour ce débat autour du biogaz, de la méthanisation au cœur de l'actualité, évidemment encore aujourd'hui avec les enjeux d'indépendance énergétique de la France et de l'Europe. On passe tout de suite à Smart Ideas avec une start-up qui s'appelle Moki. Bonjour Tamara Brisque, bienvenue. Vous êtes la fondatrice de Moki, créée en 2018. C'était quoi votre idée de départ ? Au départ, je voulais me débarrasser de mes affaires. J'avais plein de choses dans mes placards dont je ne me servais plus. Ouais. Et donc, je commençais à m'intéresser aux plateformes de seconde main. Je voulais aussi donner, recycler. Et je me suis rendu compte que c'était un travail en plein temps, d'être une consommatrice ou plutôt une déconsommatrice responsable. Et ensuite, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de personnes comme moi qui voudraient faire ça, mais qui n'ont pas le temps. Ouais. Comment est-ce qu'on va les aider ? Et donc, vous vous êtes dit, on va utiliser un espace où on est nombreux à aller, c'est-à-dire l'espace de bureau, c'est ça ? Donc, vous créez quoi ? Des lieux où on peut échanger, pratiquer l'économie circulaire, en quelque sorte ? C'est ça, en fait. Moki, c'est à la fois un service physique et digital. Ouais. Et donc, concrètement, les personnes qui travaillent dans des immeubles où on est implanté, donc aujourd'hui, ce sont des bureaux, mais bientôt, on sera aussi dans des immeubles résidentiels, des centres commerciaux. Donc, des personnes qui fréquentent ces lieux peuvent venir déposer leurs affaires dont ils ne se servent plus et on va les canaliser vers des plateformes de recyclage, revente ou aussi vers des associations. Ça veut dire que c'est vous qui allez faire tout ce travail qui effectivement prend du temps, de faire des photos, de les poster, de les proposer sur les plateformes, etc. C'est fait partie de votre travail. Comment ça fonctionne exactement ? Donc concrètement, on travaille avec plein de partenaires. Ouais. Nous sommes un agrégateur, pour utiliser un gros mot. Ouais. Mais on travaille avec plein de partenaires qui sont capables de faire ça, si c'est le souhait du client. On a aussi beaucoup de clients qui sont des aguerris de Vinted, qui voudraient passer par Vinted. Et donc, pour eux, on ne va pas photographier et négocier, parce que c'est déjà ce qu'eux, ils font. Mais on va faire le dernier travail logistique. On va mettre en pli, faire l'étiquette et faire acheminer le colis. Qui sont c'est quoi votre modèle économique aujourd'hui ? Donc, ce sont les propriétaires des ensembles immobiliers, des grands immeubles, où on s'implante, qui paient nos frais de service. Donc, c'est entièrement gratuit pour l'utilisateur. Et donc, ce sont des grands investisseurs immobiliers qui cherchent à rendre ces lieux attirants, qui cherchent à faire revenir des personnes au bureau, dans des centres commerciaux et qui voudraient offrir un service qui soit aligné avec les valeurs des personnes de génération Z ou des millénials. Oui, alors effectivement, vous étiez d'abord dans des espaces de bureaux, par exemple à la Défense, je crois dans la tour Alto, mais la nouveauté, c'est cet espace à Morlan Mixité Capital. C'est quoi ça ? Tout à fait. Donc, Morlan Mixité Capital, c'est un développement emblématique. C'est un des lauréats de
de réinventer Paris, porté par la ville de Paris. Oui. Et donc, c'était un immeuble d'administration vétuste. Et maintenant, c'est un ensemble d'immobilier qui fait 50 000 m² dans le 4e arrondissement, qui comporte 11 usages, si je ne me trompe pas. Mais il y a des bureaux, il y a des appartements, il y a une auberge de jeunesse, il y a un hôtel, il y a du retail avec un marché et il y a aussi un Moki qui s'est ouvert au grand public. Oui. Et donc, tout Parisien va pouvoir venir déposer gratuitement les affaires dont il ne se servent plus. Pourquoi c'est une étape importante pour vous ? Parce que la mission de Moki, c'est de rendre la consommation responsable, facile pour tout le monde. En fait, nous, on voudrait que ça soit aussi facile qu'Amazon. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'on voudrait tous consommer de manière plus responsable. Et maintenant, on fait du Amazon et du fast fashion par dépit. Et donc, on a été formés par ces grosses boîtes pour être un peu paresseux, mais on a aussi des vies extrêmement actives. Et donc, l'idée, c'est de dire on n'a pas besoin de se flageller pour être responsable, pour faire du bien. On peut faire ça très facilement. Et on trouve même des cabines d'essayage, c'est ça, dans les espaces Moki, dans les Moki Space. Dans les Moki Space. Ouais, merci beaucoup. Merci Tamara Brisque d'être venue nous présenter votre entreprise. Bon vent au Moki Space. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut. Ce programme vous est présenté par Fédérec. Bonjour à toutes et à tous. Vous savez, le recyclage est à l'honneur pendant toute cette semaine sur Bismart avec cette série de focus que je vous propose avec la Fédérec, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage. J'accueille Sylviane Troadec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice déléguée holding chez Paprec, qui est un acteur majeur évidemment de la gestion des déchets en France, 280 usines réparties un peu partout dans le pays. Et vous êtes présidente de la commission sociale de Fédérec qui a commandé au cabinet Q une étude prospective sur les emplois et les compétences attendues pour les industries du commerce et de la récupération. Qu'est-ce qui ressort de cette étude ? Alors, de cette étude, c'était une étude qui se projetait à 2030. C'est ça. Et qu'est-ce qui ressort ? Alors, cette étude a mis en évidence quels étaient les facteurs principaux d'évolution sur le secteur du recyclage et du coup, quels allaient être les impacts en termes notamment d'emploi et de compétences. Alors, le principal facteur d'évolution qui a été identifié, c'était la réglementation européenne, française, et donc ses déclinaisons en termes sur le secteur. Ça a mis en évidence notamment une évolution, une exigence accrue en termes de performance de nos installations de tri. Et par ricochet, on va dire, un mouvement qui s'était déjà amorcé ces 10 dernières années d'industrialisation du secteur. Et cette exigence en matière de performance, il a été mis en évidence que l'industrialisation du secteur allait s'accélérer. Ouais. Alors je vois qu'il faut prévoir 15 000 postes à pourvoir en une décennie, c'est beaucoup quand même. Du coup, voilà, quel impact en termes d'emploi ? Donc il a été mis en évidence qu'a priori, sur un scénario médian, il a été mis en évidence une création de 8 000 postes, donc de nouveaux postes, et puis 1 000 postes par an, pour remplacer les gens qui partaient à la retraite. Donc du coup, en gros, 17 000 postes. On arrive à ces 15-17 000 postes. Vous avez décidé de créer une école du recyclage. Pourquoi ? Les formations, elles n'existent pas, il faut les renforcer ? Si, alors, les formations existent depuis un certain nombre d'années, aussi bien pour les jeunes que pour les salariés en formation continue. Donc on a un CAP, un BEP, un bac pro dans le secteur de l'environnement et du recyclage. Ils ne sont pas très connus, donc aujourd'hui on n'a pas beaucoup de candidats. Et puis pour les salariés en formation continue, il y a les certificats de qualification professionnelle qui ont été créés par la profession il y a au moins une dizaine d'années. Et il y a un catalogue... Mais alors pourquoi une école ? Alors en fait... On a fait le constat que, bien que tous ces outils existent depuis un certain temps, des outils de qualité qui ont été créés historiquement par un certain nombre de gens, force était de constater qu'on avait peu de candidats
tant les jeunes que les salariés en formation continue. Donc on a pas mal réfléchi à ce sujet-là au sein de FEDEREC. La formation faisait partie une des priorités importantes du programme du président de FEDEREC actuel, François Escoffier. Donc du coup, avec le conseil d'administration, on a réfléchi à quels étaient les freins. Et il y avait comme frein vraiment important d'identifier la proximité de l'offre formation par rapport aux entreprises et aux jeunes. Donc du coup, et face aux besoins que vous avez évoqués tout à l'heure en termes d'emploi sur les prochaines années, et des évolutions aussi de ces emplois en termes de compétences, maintenance, maîtrise des process industriels notamment. On s'est dit, bon, bah là, avec nos petits bras musclés, on n'a pas réussi toutes ces dernières années à attirer suffisamment de jeunes et de moins jeunes dans nos formations. Donc on va s'adosser, on va créer une école du recyclage et de la ressource. Et on va s'adosser avec un partenaire qui a vraiment une expertise en matière d'ingénierie pédagogique, aussi de maillage sur le territoire national, puisque c'était un des éléments importants. Et donc ce partenaire, c'est l'AFPA, Centre de formation professionnelle qualifiante pour adultes. Merci beaucoup d'être venu présenter cette nouveauté lancée par FEDEREC, c'est-à-dire la création d'une école dédiée au recyclage et à la ressource. À très vite sur Beer Smart. Merci à toutes et à tous.